merci beaucoup de votre présence ce soir. Merci à la librairie Libre à lire. Je trouve que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment une librairie absolument magnifique. Je suis très très honoré d'organiser cette signature ici, puis ce petit exposé. Merci à Béatrice Charrier, qui est mon éditrice, qui a fait confiance à ce livre audacieux, je crois. Et c'est vraiment un plaisir de travailler avec vous à notre quotidien. Puis merci à toutes et à tous, encore une fois, depuis présent. Je cite à toutes les personnes qui ont aidé aussi à la conception de ce livre, qui m'ont soutenu, il y a beaucoup de monde. On va vous parler du bouquin, mais on a essayé avec Gabriel de vous proposer une espèce d'exposé, disons, autour du livre. Enfin bon. Que je te laisse peut-être. Globalement, c'était ce qui était prévu jusqu'hier soir avant qu'il m'appelle. Il m'a dit, écoute, faire un livre dans une librairie, je le sens pas, ça va emmerder tout le monde. Il me dit, je préfère éventuellement vous faire mes photos de vacances en Grèce, là où je l'appelle du Logos. Et il va vous raconter ça, c'est assez impressionnant, c'est un côté OSS 117, mais quoi qu'il en soit, non, plus sérieusement, on va en effet parler du livre quand même. On va parler du livre. Alors on enregistre en même temps le côté sous-commandant Marcos avec un drap, c'est assez engagé. En fait engagé comme le philosophe qui est Mathieu, parce que je présente lui, tout le monde le connaît, c'est un philosophe engagé, c'est pas un philosophe, il n'est pas sur un côté académique, mais il a un côté vraiment, cet engagement. Il a écrit plusieurs ouvrages, j'en citerai 3 en fait. Ce qui est très intéressant en regardant, j'ai essayé de regarder un petit peu ce que je pouvais trouver, j'ai remarqué qu'il sortait un bouquin tous les 3 ans. Et donc, il a sorti des bouquins avant, des bouquins sous pseudo d'ailleurs. Mais d'abord, il a sorti des citations de Sade expliquées. Alors d'ailleurs, quand on est allé dans une librairie, on voyait que les vieux monsieur trouvaient que c'était très très bien d'ailleurs. C'est vrai, hein. C'est vrai de vrai. Hein. Je vous raconte quelque chose. Un vieux linguiste assez réputé, dont je ne citerai pas le nom, était là en disant c'est pas mal. Donc il y avait quelque chose d'assez bizarre. Mais en tout cas, le premier c'était chez Errol en 2014. Après, il a fait La démocratie sans maître chez Robert Laffont, que vous connaissez tous, en 2017. Et là, Les gilets jaunes dans l'histoire, la fin des politiques. Donc c'est autour de ça. En revanche, on va pas vous montrer les photos de vacances de Mathieu, parce que franchement, bon. Mais on va vous montrer quelques photos. Et on va commencer, en fait, on a imaginé, parce que il faut bien voir que, en fait, dans l'ouvrage, vous verrez à un moment donné, il y a toute une référence, et je pense que Mathieu fera une petite lecture à la fin, autour de ça. Il y a vraiment quelque chose qui l'a marqué, qui nous a marqué, c'est-à-dire que c'est un livre qui réfléchit sur l'inscription dans le temps, et dans un temps long qui est l'histoire, court et long à la fois, d'un mouvement, et d'un mouvement qui n'est pas qu'un simple mouvement, ça t'y reviendra. Et il nous a semblé intéressant aussi, quand on y réfléchissait, de réfléchir sur l'inscription dans l'espace, et dans l'espace de la ville, et aussi l'inscription du gilet jaune dans l'espace visuel des gens. Alors évidemment, c'est rue Aubervilliers, dans le 19e arrondissement, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu une vraie fresque qui a été faite par Black Lines, on y reviendra. Celle-là, en fait, ça a été une fresque un petit peu avant Black Lines, qui a été faite par un autre artiste, un street artiste qui s'appelle Pascal Boyard, qui s'appelle Une liberté guidant le peuple, rue d'Aubervilliers. Il explique qu'il faut rendre un petit peu ça un petit peu nouveau. Il rajoute aussi quelque chose, mais qui va tout à fait dans le sens de ce que vous verrez dans le livre. Sur le côté, vous aviez aussi un truc pour gagner des bitcoins. Et il avait intégré ça dans sa fresque en disant on va faire quelque chose de très dans le temps, avec un côté très individualiste. Et ça aussi, ça revient dans le livre. Évidemment, on met quand même Delacroix. Delacroix qui néanmoins, quand il avait sorti ce tableau, il ne croyait pas du tout au début. Et après, il a sorti ce tableau pour rendre hommage à 1830. Voilà, c'était en 1830. Et puis, par la suite, et c'est là où j'ai trouvé que c'était intéressant, c'est que les gilets jaunes arrivaient sur tous les réseaux sociaux, un déferlement d'images, on reprenait vraiment cette image de Delacroix, mais avec vraiment le gilet jaune. Et je me suis posé la question, et par rapport à ce que tu dis, cette inscription du jaune dans l'espace politique, dans l'espace visuel, c'est un élément important de ta réflexion, et peut-être un élément important du début de ta réflexion. Qu'est-ce que tu penses de tous ces éléments? Il n'a pas préparé du tout. On n'a rien préparé du tout. Bien sûr, je ne savais pas que ces images allaient projeter, mais je ne le savais pas. non, franchement, disons-le clairement. Alors, peut-être avant de parler du jaune, du gilet, il y a la question de la liberté qui se pose. Ouais. C'est-à-dire que ce qui me semble fondamentalement, c'est que ce qui est au cœur de ce mouvement, c'est le concept de liberté. Il pourrait y en avoir d'autres, ça pourrait être le concept d'égalité, ça pourrait être le concept de justice,
le concept, pourquoi pas de prospérité. Bon, non. Pourquoi c'est le sujet de la liberté qui est au cœur de ce mouvement? Ben, il y a plusieurs raisons qui m'ont poussé à le dire. D'abord, c'est que la question de la liberté, elle est au cœur de toutes les revendications auxquelles moi j'ai pu avoir accès. J'ai travaillé sur une large documentation, enfin celle qui était disponible à l'époque. J'étais aussi évidemment dans les manifestations, mais pas tant que ça. Hein, c'est pas ça la légitimation de cet ouvrage. J'aurais pu l'écrire sans être dedans, bon, ou écrire un truc très mauvais. J'espère que c'est pas le cas en étant dedans tous les jours. C'est pas ça la légitimation. Mais enfin, j'ai vu que dans tous les tracts que j'ai eu en main, j'en ai eu un grand nombre, il y avait la question du référendum d'initiative citoyenne, qui est une des formules possibles de la question de la liberté. Je définirais la liberté de manière assez sommaire en disant que être libre, enfin la liberté, c'est la capacité d'agir dans un sens qui me convient. Voilà. Ça ne veut pas dire que je suis à l'origine et à la fin de cette action, ça peut être une action collective, mais globalement, j'y participe et sa finalité me convient. Et on voit bien aujourd'hui que cette liberté-là, elle est totalement brimée dans l'espace public, dans l'espace collectif. Alors ça, vraiment, c'était au cœur du mouvement des Gilets jaunes. C'est pas pour autant que le référendum d'initiative citoyenne, il était au top des revendications. Je ne crois pas d'ailleurs qu'il était tout le temps, partout au top des revendications. En revanche, il était tout le temps là. Dans tous les tracts que j'ai lus, j'ai vu quelque chose de ce genre-là. Référendum d'initiative citoyenne, demande de plus d'horizontalité, de meilleur contrôle des élus, etc. Ça, c'était tout le temps dans toutes les revendications. Et le deuxième point qui est intéressant, vous allez me dire, bah oui, mais il y avait aussi tout le temps le pouvoir d'achat, c'est vrai. Il y avait aussi tout le temps la question de la fiscalité, c'est vrai aussi, mais ce n'était pas à chaque fois dans les mêmes modalités dans tous les tracts que j'ai pu lire, dans toutes les revendications. Et puis deuxièmement, la question des institutions, je vous pose la question de savoir dans quel mouvement social récent elle était posée. En 1968, elle n'est quasiment pas posée, de manière très marginale. Là, vous avez des gens qui étaient avec, derrière leur dos, référendum d'initiative citoyenne, qui écrivaient des tracts sur le sujet, qui étaient sur des plateaux de télévision pour dire on va partager le pouvoir, vous aviez ça d'un côté, et de l'autre côté, vous aviez quoi? C'était fascinant de le voir, des politiques qui disaient mais non, la question de la liberté, la question du partage du pouvoir, elle n'est jamais posée. Regardez la première intervention d'Emmanuel Macron, elle arrive tard, elle arrive au mois de décembre. C'est le pouvoir d'achat qui est au cœur. On va leur donner de l'argent. Hein, voilà. Je connais quelqu'un qui bosse au MEDEF et qui racontait ça, qui disait, qui était au MEDEF, je ne sais plus exactement ce qu'elle fait, elle disait, mais il y a eu un mouvement de panique de plein de grands patrons qui ont dit, mais lâchez tout, donnez-leur de l'argent. C'était ça qu'il disait. La question du partage du fric, elle était tout de suite posée sur la table, il s'agissait d'acheter le silence. La question du partage du pouvoir, elle est arrivée très tard. Vous avez cette intervention en décembre. L'intervention qui pose la question de la démocratie, elle arrive beaucoup plus tard. Elle arrive à la fin du mois de janvier, quand vraiment Macron ne peut plus faire autrement que d'entendre qu'il y a un sujet qu'il y a une question qui est posée sur ce sujet. Et derrière, vous avez le grand débat. Aujourd'hui aussi, vous avez ce sujet de la démocratie représentative qu'on entend beaucoup dans la bouche des politiques. C'est-à-dire qu'ils sont obligés de formuler leur conception de la démocratie, ce qu'ils n'avaient pas à faire auparavant. Moi, quand j'étais petit, j'avais jamais entendu quelqu'un qui disait la démocratie, pour moi, c'est choisir ses dirigeants. C'est ce que fait Emmanuel Macron, c'est ce qu'il dit aujourd'hui. Il dit, c'est choisir ses dirigeants. Il est obligé d'exprimer sa conception de la démocratie. C'est énorme, je crois, d'un point de vue historique, ce qui est en train de se passer. On est parfaitement conscient aujourd'hui que le fait d'élire un roi tous les 5 ans n'est pas le dernier mot de la démocratie. Et celles et ceux qui, jusqu'ici, étaient les tenants tranquilles de cette interprétation de la démocratie ne le sont plus. Ils sont obligés de justifier l'injustifiable, en fait. Parce que dire que la démocratie, c'est choisir ses dirigeants, et puis taisez-vous après, et puis ce qui légitime mes actions, c'est que c'était dans mon programme, vous voyez bien que ce type d'argumentaire, il tourne vite à vide. Voilà. Donc c'est pour ça que, de mon point de vue, c'est le concept de liberté qui est au cœur du mouvement des Gilets jaunes. Alors, c'est aussi, ce qui le démontre, si je puis dire, dans l'inconscient collectif, c'est cette référence permanente et très très fréquente à la liberté guidant le peuple. Si on replace un petit peu dans son contexte ce tableau, on est en 1830, il y a une révolution qui s'est produite contre Charles X. Alors Charles X c'était un roi très très réactionnaire. Il y avait une opposition parlementaire, il y avait un parlement, mais qui était élu par un système censitaire. Il y avait 60 000 votants. Même si on représentait, il y avait 60 000 votants. Et puis comme j'étais quand même un peu contestataire, l'opposition, eh bien Charles X avait proposé 5 ordonnances qui étaient ultra réactionnaires et ultra privatives de la liberté, en renforçant
en réduisant totalement, par exemple, le corps électoral. Il n'y avait plus que je ne sais plus combien, disons 3000 votants, enfin c'était totalement ridicule. Et c'est à ce moment-là que l'opposition parlementaire, c'était pas des gauchistes, hein, ils ont appelé le peuple à se soulever. Donc la révolution de 1830, c'est une révolution qui est très composite dans ses participants. C'est pas comme la Commune de Paris, c'est pas une révolution prolétarienne, c'est une révolution qui est une révolution extrêmement politique. Et au départ des revendications des gens, en 1830, c'est qu'il faut retirer les ordonnances. Comme Charles X est quelqu'un de très très bête, bon, si je me regarde, et que le Premier ministre de Charles X est encore plus crétin que lui, ils disent non, on retire rien. Puis ça prend une telle ampleur qu'ils sont obligés carrément de se sauver. Donc on change de roi, bon, là on change de roi en parce que c'est un roi qui est plus libéral, tout ça. Vous connaissez peut-être la suite de l'histoire, c'est comment il s'appelle, Philippe, qui devient roi. Bon. Mais en tout cas, c'est une révolution qui est de type politique. Alors, ce qui est intéressant sur le tableau de ce point de vue-là, et après on va venir au jaune des gilets jaunes, peut-être sur l'illustration antérieure, on y reviendra après, c'est que si vous suivez, vous regardez le tableau, les personnes qui participent à cette révolution, ils sont assez composites. Vous avez certes des gens qui sont des gens du peuple, hein, voilà, celui-ci, ça vous rappelle quelqu'un quand même, non? Ça vous dit rien, ce personnage, hein, dans la littérature? Chez mon petit prof, hein. Je ne peux pas croire. Non, c'est Gavroche, c'est le personnage qui a inspiré Gavroche, hein. C'est antérieur aux Misérables. Hein. Puis je crois que les Misérables, ça ne parle pas de cette révolution-là, ça parle de 1832. Peu importe, mais en tout cas, c'est Gavroche, donc personnage populaire. Là, c'est une paysanne, bon. Mais il y a deux personnages que je trouve très intéressants. Je ne sais pas lesquels. Tu veux revenir en arrière Non, restons sur celui-ci pour l'instant, peut-être on reviendra après. Ok. Il n'y a pas de... Celui avec le chapeau, est-ce qu'il a l'air d'un ouvrier celui-là? Non. Je vais revenir après. Il a un chapeau, il a un nœud papillon, il a un petit habit et machin. Au fond, on ne voit pas bien là, mais il y a aussi un polytechnicien. Il y a un polytechnicien. Voilà. Ouais. Alors là, on voit carrément plus. si, un petit peu. Ah, ouais. Bon, on le voit par son habit, c'est un habit polytechnicien. Là aussi, il y a peut-être quelqu'un qui est plus peut-être dans les grands corps. Hein. En tout cas, ça a l'air d'être un militaire du métier. Il y a un truc qui est encore plus intéressant, c'est que si vous regardez ce personnage-là, il n'existe pas en fait ce personnage-là. Parce qu'il a un habit de bourgeois, mais il a un pantalon d'ouvrier. Vous voyez, il a un pantalon qui est semblable à celui-ci. Donc c'est un personnage complètement imaginaire qui ne peut pas exister. Et qui signifie bien justement ce peuple qui réclame sa liberté. C'est pas une révolution prolétarienne, là, si vous voulez. Et je crois en effet que ce que l'on vit aujourd'hui, je ne pense pas, peu importe, que si ça avait été le cas, ce serait peut-être très bien, c'est pas ça, j'essaye d'analyser là pour le coup en philosophe. On n'est pas en train de vivre une révolution prolétarienne, je pense qu'on est en train de vivre une révolution, on ne s'en rend pas forcément tous compte, justement ce texte, il essaye de porter ça à notre conscience collective, à son modeste niveau, mais ce n'est pas une révolution de type social, de mon point de vue, c'est une révolution de type politique. C'est-à-dire que, collectivement, on essaye de mettre en accord les modalités de l'action collective et publique avec le principe de souveraineté. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Vous avez un roi qui est élu tous les 5 ans. Là, la situation d'Emmanuel Macron et son comportement, il nous le montre avec une violence qui est extraordinaire. Voilà, c'est une contradiction qui est fondamentale, à tel point qu'on se dit, mais comment on a pu, au fond, tenir aussi longtemps que ça? Donc là, c'est effectivement cette liberté qui est revendiquée. Un autre point sur lequel je veux insister, c'est, enfin, je viens de le dire, mais c'est ce caractère individué des personnes qui combattent. Tu as parlé tout à l'heure du caractère aussi individuel, le Bitcoin dans le tableau de Black Lines. On peut l'interpréter de diverses manières, mais moi, j'ai vraiment éprouvé dans ces manifestations un caractère extrêmement composite des revendications, mais aussi la revendication du caractère composite. Et aussi le fait de dire, quand il y avait une revendication qui n'était pas le fait de dire on va transformer les institutions, je ne sais pas, quelqu'un qui disait ah bah sur le SMIC, on va augmenter le SMIC. Puis il y a un porte-parole qui arrivait qui disait on va augmenter le SMIC. Il y en a qui disaient non, moi je ne suis pas d'accord, non, dégage. À chaque fois ça retombait. Dès que vous aviez une revendication qui était de type catégoriel ou qui pouvait cliver, ou qui avait vraiment un contenu qui pouvait cliver, la personne qui portait ça, si elle ne faisait que ça, elle retombait. Et la logique, elle était assez claire pour quelqu'un qui, comme moi, si je puis dire, j'ai pas tout de suite vu ce truc-là, mais qui avait vu ça. En fait, le fond de l'affaire, c'était comment on fait pour décider davantage ensemble.
Voilà, sur ce point. Bon, très bien. Eh bien, on va continuer. On va passer maintenant. C'était pas tout à fait un tableau de Black Lines avant, mais c'était avant Black Lines, juste un petit peu avant, il s'appelait Boyer. Et après Black Lines est arrivé. Black Lines, je ne sais pas si vous savez, peut-être qu'il y a des représentants de Black Lines ici, parce qu'on leur a dit qu'on allait parler d'eux. C'est un groupe, c'est un collectif d'artistes composé de graffeurs, de peintres, de street artistes, de pochoiristes, d'affichistes. Et ils avaient décidé d'utiliser ce grand espace pour justement pour parler de l'actualité. L'actualité, évidemment, c'était les Gilets jaunes. Ils avaient deux principes, me semble-t-il, qu'ils expriment très bien. C'était utiliser le noir et blanc pour une partie des choses et juste le jaune comme couleur. Et on verra d'un bout à l'autre, ça sera un petit peu le fil directeur de cette présentation. Et donc, c'est un collectif qui est né en 2018 pour les 50 ans de mai 68. Donc, c'est intéressant parce qu'on va y revenir. Parce que ce qui nous a intéressé, enfin, moi, ce qui m'a intéressé, et je pense qu'il a intéressé Mathieu parce qu'il en parle aussi par rapport, on reviendra à la tapisserie de Bayeux, c'est aussi que une révolution, en tout cas un mouvement de type révolutionnaire, s'inscrit dans l'espace, s'inscrit dans le temps, et surtout s'inscrit dans l'espace. Et moi, j'ai pris deux autres exemples. Cet exemple-là, qui est en fait un des seuls graffitis, mais de couleur qu'on connaisse, de la Révolution de 1789, puisque c'est à la chapelle de l'Annonciade à Martigues, où il y avait, pendant la Révolution française, qui était le siège de l'Assemblée des citoyens du quartier de la Jonquière, je lis en même temps ce que je dis, qui avait été révélé par Michel Vauvel dans les années 80, et on y voit vraiment quelque chose qui est typique, peut-être d'un ressenti à l'époque de 1789. Après, on a des graffitis, mais qui sont plus inscrits dans la pierre. Là, on a quelque chose qui a été vraiment révélé et qui est de l'ordre du tableau. Et puis, la deuxième chose auquel j'ai pensé, c'était évidemment, tout le monde y pense, c'était 1968, avec ces deux affiches. Et j'ai envie de te demander, quand on regarde un petit peu à la fois la fresque de Black Lines qui s'inscrit aujourd'hui, 1789, 1968, comment tu situes le mouvement des Gilets jaunes dans l'histoire, sa spécificité, sa différence, comment tu l'expliques, enfin, quelle est ton analyse? Alors d'abord, il s'inscrit en effet dans l'histoire, et dans la grande histoire, et dans l'histoire du concept de liberté. Ce que je fais dans mon texte, alors je le dis très vite, hein, rassurez-vous, c'est pas un pensum de critique philosophique, je le fais vite, trop vite. D'ailleurs, il y a un ami hegelien qui a adoré le bouquin, Mathieu dit, il va le référencer, mais il m'a dit il y a une erreur d'entendu sur Hegel. Il y en a deux en fait. Il y a une erreur sur Hegel, parce que je parle de Hegel. Il me dit, tu dis qu'il ne parle pas de la fabrique des lois. En fait, il en parle dans un texte. Vous imaginez, genre, hein, dans un texte de 1806, dans une lettre, un machin. Je dis, ah oui, c'est vrai, ça m'avait échappé. Et puis, il y a une autre erreur beaucoup plus grave. Il m'a dit que Cré, c'était pas en Haute-Savoie, c'était en Haute-Saône. Alors là, j'ai dit, il faut vraiment brûler tous les livres. Mais bon, voilà. Au pilon. Mais vous avez des philosophes, et pas des moindres, il y a Kant, Hegel, Marx. Vous avez un penseur contemporain qui s'appelle Fukuyama, qui est un penseur politique très conservateur, hein, du côté des conservateurs, mais il a fait un livre absolument extraordinaire qui s'appelle La fin de l'histoire et le dernier homme, que je trouve très très bon, et qui défend l'idée selon laquelle l'histoire a une fin, et que la fin de cette histoire, c'est l'affirmation de la souveraineté populaire, laquelle souveraineté populaire elle-même s'appuie sur l'affirmation sur laquelle chaque homme a une égale dignité liée à sa liberté. C'est ça qu'ils disent. Au fond, la fin de l'histoire, on l'a atteinte. Il y a peut-être des gens qui vont contester cet ordre-là. Il y a des terroristes qui vont de temps en temps aller attaquer. Vous allez avoir des dictateurs qui vont arriver, qui vont faire des choses. Mais fondamentalement, de leur point de vue, ce principe-là d'égalité, on ne peut pas aller au-delà. Ça, c'est leur thèse. Moi, je crois que les Gilets jaunes, ce qu'ils disent, c'est que, et les Gilets jaunes, et pas seulement les Gilets jaunes, le moment dans lequel on s'inscrit, ça j'y insiste, c'est un des aspects, c'est peut-être l'aspect le plus sensible, et ça n'est qu'un des aspects de l'histoire que nous sommes en train de vivre. On dit, très bien, ok, c'est vrai, la souveraineté populaire, la liberté individuelle, mais on veut des modalités politiques qui soient en accord avec ça. Le moment historique qu'on est en train de vivre, me semble-t-il, c'est une mise en accord avec ces principes de souveraineté. Et ça fait une énorme différence avec 1789. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une différence d'intensité, il ne faut quand même pas exagérer, de mon point de vue, pour l'instant, c'est jamais, entre ce que ces gens ont vécu, hein, dans les caricatures que tu montres, il y a ces caricatures, il va y revenir tout à l'heure, mais elles sont marrantes, mais en dessous, vous avez des têtes coupées quand même, hein, les gens, ils avaient peur, hein, donc 1792, il y a la terreur de septembre, etc., donc les gens, c'est quand même une intensité vraiment autrement plus grande, mais qui est liée aussi au fait que ce qu'ils avaient, eux, à faire, c'était créer de nouveaux principes politiques.
Avant, vous aviez le roi qui était roi de Bardieu. Enfin, son pouvoir venait de Dieu, hein, je ne sais pas de Bardieu l'acteur. Non, je vois Jean-Baptiste qui voilà. Le pouvoir venait de Dieu. Bon, là, le pouvoir vient du peuple, très bien. Mais maintenant, on veut des institutions qui sont en accord avec ça. Et c'est ça qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Je crois vraiment que c'est fondamentalement ça. Alors, si on peut peut-être revenir sur 1789, si tu veux bien. Je t'en prie. Il y a quand même cette caricature, moi je suis hyper ému quand je la vois. Vraiment... Imaginez que ça s'est fait en 1792, dit Michel Beauval. De mémoire, encore une fois, on n'a pas préparé. Vous avez, regardez ce visage, c'est hyper bien dessiné, c'est très parlant. Puis on imagine les gens qui en effet, le type qui se fait un peu chier pendant l'assemblée, qui dessine peut-être des gens qui sont là. Alors on sait que celui-ci, enfin on pense que celui-ci, il dessine pas n'importe qui. T'as dit qui c'est? C'est Lucien qui connaît cette histoire de la Révolution. Et une hypothèse qui est sortie il y a peu de temps. Macron. Là on pourrait se dire c'est 200 culottes qui se disputent. Macron. Sans culotte? Il y a une femme. C'est pas Griveaux. Griveaux, ouais. Alors, Elle a négocié. ouais, alors c'est vrai. Mais pour celle-ci, on n'a pas trop d'hésitation. C'est une sans culotte, très bien. Mais ici. Un Vendéen. Un Vendéen, alors on n'est pas loin. Ouais. On pense que c'est le roi. Ah bon? Parce qu'il y a un épisode de la Révolution française, c'est le 20 juin 1792, où le petit peuple de Paris arrive aux Tuileries et impose au roi de mettre le bonnet phrygien. Il y a cette scène-là. Moi, j'arrive pas, je sais pas pour vous, mais j'ai beau lire des dizaines de livres sur la Révolution française, je n'arrive pas à me mettre les dates dans la tête. Alors, je sais pourquoi, en fait, c'est parce qu'il y a une telle densité événementielle, c'est juste incroyable. On est le 20 juin 1792, le 23 septembre 1792, la Révolution est proclamée. Le roi est arrêté. 4 mois après, il est décapité. Vous vous rendez compte? C'est-à-dire que là, il y a encore... Alors on voit que c'est chaud quand même, hein, mais il était acclamé la plupart du temps. Alors ce que je trouve intéressant par rapport à notre objet, mais vous vous rendez compte qu'une scène comme ça, on pourrait très bien la peindre aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est quand même fou de se dire que le système symbolique dans lequel on est, il entoure le président de la République d'une forme de sacralité qui est tout à fait comparable à celle du roi. Vous voyez? Se dire qu'en fait, un dirigeant dans une démocratie, c'est lui manquer de respect que d'avoir cette attitude-là, c'est quand même fou, parce qu'au moment de la monarchie, ils estimaient la même chose. Vous voyez? Donc là, il y a quand même quelque chose qui doit nous arrêter. Et puis là, vous voyez, je vous parlais des têtes, c'est quand même des têtes coupées, hein, des têtes au bout de pique. Bon. Donc on n'est quand même pas dans le même contexte. Donc ça, c'est ça que je voulais vous dire, hein, c'est que le point commun, c'est une histoire de la liberté. La Révolution française, c'est une révolution politique, indissociablement politique et économique, puisque les droits sont possédés, les droits économiques et les droits politiques sont possédés par la même classe sociale. Bon. Mais c'est ça qui fait la force d'un mouvement. Je le dis en passant, moi, les premières manifestations de Gilets jaunes que j'ai faites, en sortant de chez moi, en voyant l'ambiance qui se passait, cette espèce de balai totalement incontrôlable, ce sérieux, cette solennité sur les visages des petites mamies qui se jetaient contre... Il y avait tout ça. Ben moi, j'ai éprouvé un truc que j'éprouve pas quand je vais faire un piquet de grève, le cas échéant, pour une réforme spécifique. Vous voyez bien que c'est pas la même chose qui se joue. Vous êtes quand même celles et ceux qui, ne serait-ce que par observation, sont allés dans ces cortèges. Vous sentiez bien, moi j'ai vraiment éprouvé ça. J'ai éprouvé d'être un peu traversé comme ça par quelque chose qui me dépassait, sincèrement. Alors, proportion gardée, toute modestie mise à part, bien sûr. Très modeste, bien sûr. Et c'est ce que Dumas raconte par rapport à Delacroix. Delacroix, il dit « J'ai traversé la Révolution de 1830 en promeneur ». Bon. Et puis à un moment, il passe devant Notre-Dame de Paris, et il voit le drapeau français autour de Notre-Dame, puis apparemment, il tombe complètement... Il tombe en extase, et puis bon, après, il va peindre, évidemment, un des plus grands tableaux de l'histoire de France. Et voilà, il a eu cette espèce de truc, et moi j'ai pu l'éprouver, qui était à la fois agréable et exaltant, en même temps qui faisait très peur, parce qu'en fait ça vous plonge vers quelque chose qui est totalement inconnu. Alors si on revient à 68, moi, mai 68, j'ai une sympathie très modérée pour ce mouvement, pour diverses raisons. Alors je pense que c'est une révolution, pour le coup, une transformation, disons, sociale et sociétale, importante, complètement indéniable. C'est inévident. On pourra discuter après, hein. J'en ai vu qui m'ont dit, vous avez absolument raison, hein, vraiment, c'est pas du tout, je vous livre les choses telles que je les vois. C'était pas une révolution du tout politique. S'il y avait du politique, de l'autogestionnaire, on allait se mettre dans son coin puis développer son truc,
Mais par rapport au pouvoir central, à ma connaissance, il n'y a pas des grandes revendications qui ont été portées, en tout cas mises en avant. On disait qu'on voulait faire moins de temps de travail, renforcer le salaire minimum, c'est des choses qui ont été obtenues d'ailleurs. Je suis d'accord de Grenelle, mais dans les facs, c'était pas ça. Les facs, c'était qui est l'origine du. Ouais. On a calmé le jeu avec les accords de Grenelle, on a invité les syndicats, mais dans les facs, c'était pas du tout le sujet. Oui. Même dans les usines. Ouais. Il y avait une volonté politique dans les usines. Oui, mais elle ne s'est pas traduite par des revendications de type institutionnel. Le PC a tout bloqué, et que les gens y croyaient quand même un petit peu. Oui. En tout cas, c'est pas ce que l'histoire en a retenu. Je pense que justement, c'est tout à fait possible. Hein. Je ne dis pas que c'est pas. Je parle vraiment avec prudence, mais c'est pas ce que l'histoire a retenu de mai 68. Me semble-t-il, c'est plutôt une volonté de transformation sociale et sociétale. Alors après, justement, vous aviez parmi des tenants de la transformation sociale et les leaders de mai 68, vous avez une critique de Bourdieu que je trouve intéressante. C'est ce que je ressens quand je regarde ce moment de notre histoire. Je disais justement, les chefs de mai 68, ils en tenaient pour une transformation sociale, mais dont ils seraient eux les leaders. Des personnages assez autoritaires, quand même. Les faits, quand vous regardez ce qu'ils sont devenus, c'est pas forcément. Donc, c'est juste pour marquer la différence entre mai 68 et la révolte des Gilets jaunes. Mai 68, c'est une volonté de transformation, en tout cas massivement sociale et sociétale, qui a réussi partiellement. Et la révolte des Gilets jaunes me semble beaucoup plus profonde et beaucoup plus sérieuse en un sens, et cette volonté de transformation politique. Voilà, faire vraiment remettre l'histoire en marche. Je voudrais juste dire un autre élément d'argument là-dessus pour dire que c'est pas la lutte des classes. Un autre argument que je vois, c'est que 70%, 75% des gens ont soutenu le mouvement des Gilets jaunes, malgré la violence. Ils condamnaient la violence, beaucoup de gens, mais ils continuent à soutenir. Et si vous avez une révolte qui est purement sociale, dans une France où vous avez 11% du PIB qui est réalisé par exemple dans l'industrie, c'est pas 75% des gens qui vont soutenir. Vous n'avez pas du tout les mêmes chiffres quand vous avez des grèves. Pas du tout. Bon. Et pas aussi longtemps, en tout cas. Donc ça, c'est aussi le signe qu'il y avait quelque chose de plus positif qui jouait. Je voudrais juste lire pour un truc qui me vient à l'esprit. Par rapport à mai 68. Vous avez un leader de mai 68 que moi je trouve atterrant, qui s'appelle Alain Badiou, et qui analyse, je le dis parce qu'il propose, il a écrit un texte sur les gilets jaunes, qui est vraiment une insulte. Il dit vraiment les gilets jaunes n'ont rien compris, c'est vraiment des nuls. Mais je vous lis quand même le passage pour vous montrer que c'était quand même une des figures de mai 68. C'est aussi pour vous montrer comment. Alors après on peut changer, hein, je ne dis pas le contraire, mais comment la lecture que faisait Bourdieu des leaders de mai 68, elle se confirme quand même un petit peu. Il écrit ceci. Hein. Qui écrit ça? C'est Alain Badiou. Ah, Badiou. Je vous cite le texte. Et c'est pas de l'ironie. Hein. Les mouvements de la dernière séquence historique, de l'Égypte et du printemps arabe à Occupy Wall Street, je rigole, c'est drôle, de ce dernier à la Turquie des grandes places, de cette Turquie à la Grèce des émeutes, de la Grèce aux indignés de tous bords, je rigole, je suis désolé, je m'imagine en train d'écrire ça. Des indignés à Nuit debout, de Nuit debout aux Gilets jaunes, et bien d'autres encore, je souligne le passage, semblent très ignorants des lois réelles et implacables qui gouvernent aujourd'hui le monde. Lui, il sait par contre. Vous avez des mouvements absolument massifs qui marquent un temps, et lui, il dit, mais ils sont nuls, ils n'ont absolument rien compris, ce qui est important, c'est la lutte des classes. Bon, pourquoi pas? C'est un peu dans sa tête que tout ça se passe. Je veux juste terminer sur ce point, c'est que dans le texte, j'essaye aussi de comprendre pourquoi la question de la liberté se pose aujourd'hui. C'est vraiment la thèse de la première partie de mon livre. C'est vraiment celle-ci que je trouve importante, en tout cas je l'ai lu nulle part, c'est que j'essaye de proposer une genèse de la question de la liberté à partir de la question de l'organisation du travail. Vous avez un certain nombre de sociologues qui aujourd'hui démontrent qu'on est dans un champ social qui est de plus en plus éclaté. Il y a des nouveaux métiers qui apparaissent, il y a des nouvelles juridictions qui se créent. C'est ce qu'un historien américain qui s'appelle Abbott propose. J'ai discuté tout à l'heure avec une amie qui me dit j'ai fait une formation pour devenir coach. C'est des métiers qui sont apparus il y a peu de temps. Et chaque jour qui passe, vous avez de nouveaux métiers qui se mettent en place et de nouvelles juridictions qui se mettent en place autour de ces métiers.
Vous avez la lutte des aides-soignantes il y a quelques temps, qui était une lutte assez dure et assez longue pour la reconnaissance de leur reconnaissance professionnelle. Elle s'inscrivait complètement dans ce mouvement social que Marx décrivait déjà, qui est un mouvement de différenciation du champ social. Et vous avez ça d'un côté. Ça, je crois qu'on ne va pas l'arrêter par décret. Vous voyez, plus il y a des besoins qui sont créés, plus vous avez des métiers qui, en face, essayent de répondre à ces besoins. Vous avez ça d'un côté. Individuation du champ social. Différenciation des individus les uns vis-à-vis des autres. Bon. Mais de l'autre côté, vous avez un État qui, pour répondre à cette diversification, est de plus en plus homogène. Plus en plus homogène, c'est incroyable. Il n'a jamais été aussi homogène, sociologiquement, du point de vue du mode de réflexion, du point de vue du mode d'action, des raisonnements, qu'il l'est aujourd'hui. Et c'est sa réponse. Et il raisonne comme ça, cet État-là. Enfin, les gens qui sont au pouvoir, ils se disent, ils ont un réflexe impérial. Ils se disent face à... Moi, je me souviens que c'était ça, la tarte à la crème, quand on expliquait le passage de la République romaine à l'Empire, c'est parce que l'Empire est devenu trop grand, donc il faut qu'il y ait une personne qui décide, parce que sinon, on ne peut pas s'entendre. Eux, ils sont dans ce schéma-là. Ils disent, plus le pays est divers, plus il est fractionné, plus il est divisé, et plus il faut un État qui est fort, qui décide, qui tranche, parce que sinon, tout le monde va se taper dessus. Donc c'est cette contradiction fondamentale qui fait que, de mon point de vue, ça va de toute façon continuer. C'est ça qui est sous-jacent à notre époque. C'est pas juste une décision, un progrès des réflexions des uns et des autres, c'est quelque chose qui est fondamental, qui, de mon point de vue, est lié à l'organisation du monde du travail. On poursuit? Oui. Allez, on poursuit. Donc on revient un petit peu sur Black Lines, parce que c'est un petit peu notre fil directeur d'un bout à l'autre. Et il se trouve que la phase de Black Lines a été, qui s'appelait Hiver jaune, la première phase, parce qu'ils en ont fait une deuxième, a été, on va pas dire censurée, enfin j'en sais rien, mais en tout cas elle a été effacée. De fait, elle a été effacée. Donc la question de la censure. Donc en fait, j'ai mis ça, on peut effacer nos paroles, mais pas notre rage, c'est un certain nombre de graffitis. J'aurais une question à te poser par rapport à ça, justement sur la peur que ça a pu susciter. Parce que je pense que c'est et c'est peut-être aussi ça qui fait un mouvement qui est marquant, plus qu'une grève, plus que beaucoup de choses. C'est la peur que ça suscite, la remise en question du monde, que ça peut susciter pour une partie des élites, qu'elles soient politiques, bien sûr, économiques, certainement, mais aussi sociales. Qu'est-ce que tu en penses ? Je reviens à la distinction que je trouve importante entre le fait de partager le pouvoir et le fait de partager l'argent. Encore une fois, disons les élites sociales, je ne vais pas charger de ce terme de plus de choses qu'on voudrait, mais voilà, bon, il y a les élites sociales. Elles cèdent volontiers sur les questions d'argent quand on regarde bien les choses. Elles cèdent volontiers. Et quand il s'agit de partager le pouvoir, vous devez toujours aller à un degré d'intensité plus important. Et c'est d'autant plus vrai quand on a affaire à un budget qui est le budget de l'État et qui n'appartient pas en propre à M. Macron. Raoul Maniberton, qui est un grand spécialiste du référendum d'initiative citoyenne, il le dit bien, il dit « l'argent, c'est pas le sien, le pouvoir, c'est le sien ». Donc ça crée en effet une grande différence. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec quelqu'un qui est une personne qui est très fortunée et qui était totalement effrayé par le mouvement des Gilets jaunes et qui a fini par me confier que son fils lui-même était Gilet jaune. Bon, il était à Versailles, mais il était Gilet jaune. Il dit « chez moi, c'est les barricades, c'est l'enfer, etc. » Et il m'a vraiment livré ça. Il m'a dit « mais la première chose qu'ils voudront faire s'ils ont le RIC, c'est qu'ils voudront le pognon. » Il me dit ça. Il m'a dit ça comme ça, il était très énervé comme ça. Je dis, bah dis donc, je lui ai répondu ça, je dis, bah tu as l'impression de le gagner honnêtement, ton pognon. Tu as tellement peur qu'on te prenne que tu n'es pas très à l'aise avec ça. Toi. Il m'a dit, oui, bah si c'est comme ça, moi je me sauve de France. Je dis, bah tu l'aimes, hein, franchement. Donc bon, après les gens cheminent, hein, y compris des gens comme ça, ils cheminent. Hein, ils viennent tout le temps vous voir après pour discuter, donc c'est que vraiment il y a quelque chose qui voit qu'il y a quelque chose qui ne colle pas. Mais oui, encore une fois, ce qui fait davantage peur, c'est pas tant la question de quelqu'un qui réclame du pouvoir d'achat, c'est des gens qui réclament plus de pouvoir. Et en effet, il ne faut aussi pas se cacher que ça crée aussi un moment d'instabilité qui est quand même pénible. Et justement, alors, pour aller on revient toujours sur Black Lines, ça sera le fil directeur, et donc la révolution, mais peut-être pour aller plus loin, parce que là maintenant on a vu les Gilets jaunes arriver, c'est quelque chose qui a marqué, qui est rentré dans l'histoire, qui rentre dans l'histoire, c'est aussi ta thèse. Et je pense qu'il y a aussi la volonté d'aller plus loin. Donc j'ai mis volontairement
et là tu vas le découvrir parce qu'on n'a rien préparé, la nuit de l'abolition des privilèges, parce qu'il me semble que dans ton livre, tu as toute une réflexion aussi sur la manière dont, à un moment donné, pour que une révolution devienne effective, et qu'il y ait un changement réel, il faut plus simplement peut-être qu'un moment dans la rue, plus qu'une revendication, il faut peut-être aussi de la part de ces élites dont on vient de parler, un abandon aussi d'un certain nombre de privilèges. Je te laisse commenter. Le livre, il comporte deux parties. Il y a une première partie qui est analytique, dont je viens de vous parler en gros, et puis il y a une autre partie qui se veut plus militante, plus méthodologique. Bon, c'est un livre court, donc ça va vite. Mais ce qui me semble, en regardant ce qui se passe aujourd'hui, c'est que c'est la conjonction de plusieurs méthodes qui vont produire le changement qui doit arriver. Qui doit arriver de toute façon. Je redis qu'il doit arriver parce qu'il y a 2 semaines à Château-Thierry, tu t'en souviens, il y a une dame alors, vraiment très propre sur elle, c'est parmi les retours que j'ai eus qui m'a fait le plus plaisir, et qui arrive Présidente du Rotary. Présidente du Rotary, une petite dame comme ça, vraiment très propre sur elle, très chic et tout, qui arrive à faire dédicacer une livre, c'est vraiment extraordinaire. De toute façon, qu'on le veuille ou non, ça va se passer. Qu'on le veuille ou non, soit ça se passe sans trop de problèmes, mais il y a déjà eu quand même des problèmes. Là, la crise des Gilets jaunes, c'est 11 morts, 25 personnes qui ont eu l'œil coupé, enfin crevé, 3 ou 4 personnes qui ont eu les mains. Enfin, c'est un bilan horrible, 2000 personnes qui ont été condamnées, enfin, c'est vraiment terrible. Donc, il y a déjà des remous, mais elle disait ça, il ne faut pas qu'il y en ait, pour qu'il n'y en ait pas plus, il faut que les gens qui sont au pouvoir ils comprennent ce qui est en train de se passer. Et de fait, ces 4 foyers de transformation dont je parle, c'est la rue, je crois qu'il faut que ça se maintienne, je vais dire pourquoi. Il faut qu'il y ait des assemblées, il faut que la pensée circule, c'est un petit peu ce qu'on fait ce soir. Il faut qu'il y ait des élus et des fractions des élites qui soient convaincus du fait que le changement se passe, et puis il faut aussi un processus électoral. Alors, je fais partie d'un mouvement super qui s'appelle À nous la démocratie, et qui n'a au cœur de son programme que le principe de transformation radicale, de transformation des modes de décision, et puis une transformation culturelle aussi. De mon point de vue, c'est la conjonction des 4 qui fait le changement. Alors, c'est peut-être c'est à la fois au regard de l'histoire, je vais parler un petit peu de la nuit du 4 août, mais c'est aussi au regard de la situation actuelle, et puis des standards du rapport à la violence, du rapport à tout ça. C'est pareil, vous avez des gens qui sont des révolutionnaires extrêmes, etc., qui disent on va faire comme en 1917, mais ils racontent n'importe quoi. En 1917, les Russes, ils ont perdu je ne sais plus combien de millions de personnes pendant la Première Guerre mondiale. C'est une société qui est très brutalisée, qui l'était depuis longtemps, qui est très brutalisée. Les ouvriers qui font les piquets de grève, ils ont des fusils. Vous voyez, les grosses grèves, c'est sur les champs de bataille. Ça n'a rien à voir. Donc ça, c'est un rêve doux. Je ne crois pas du tout que notre rapport à la violence soit de ce type-là. En revanche, je pense que l'intensité des manifestations, etc., doit demeurer. Pourquoi ? Parce que sinon, le changement ne se produit pas. Qu'est-ce qui se passe le 4 août ? Qu'est-ce qui se passe pendant cette nuit incroyable du 4 août 1789 ? Vous avez, vous le savez, hein, les États généraux sont réunis, alors au départ sur une question fiscale, c'est intéressant, une question fiscale, et puis vous avez tout l'ordre ancien qui vole totalement en éclats quand le tiers-État estime que chaque personne doit avoir une voix, parce qu'ils sont plus nombreux, et puis on ne doit plus voter par ordre. Il y a 3 ordres, chaque ordre avait une voix, alors que le tiers-État représentait je ne sais pas combien de personnes par rapport aux 2 autres. Bon, donc transformation politique énorme. Vous avez la prise de la Bastille le 14 juillet, donc c'est un événement absolument colossal. Et puis, dans les campagnes françaises, vous avez ce qu'on appelle la Grande Peur. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Une espèce de, disons, comment dire, paranoïa réciproque, à la fois des gens qui font la révolution et puis des nobles qui sont en place, et puis des châteaux qui brûlent, des gens à qui on coupe la tête, enfin, quelque chose absolument effrayant, un pays qui a feu et à sang. Les députés qui siègent à l'Assemblée, il y a un certain nombre de gens qui sont des progressistes, et puis il y en a d'autres aussi qui se disent, bon bah en fait, ça chauffe pour nous, quoi. Donc il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Et ils décident du coup d'eux-mêmes de décider la fin de leurs propres privilèges. Alors je suis allé regarder, avant de venir, je suis allé regarder le compte-rendu de la séance. Je ne pouvais plus m'arrêter. C'est vrai que c'est beau. C'est vrai que c'est beau, parce qu'en fait, il y a une surenchère. Surtout nous qui sommes habitués à des surenchères dégueulasses. Excusez-moi, mais il y a une surenchère sur l'islamisme. Alors,
plus anti-islam que moi, tu meurs. Vous voyez, nous, c'est toujours des trucs un peu comme ça. Bah là, c'est pas ça, c'est on va abolir tel droit. Puis un autre qui arrive, qui dit on va d'ailleurs abolir tel autre. T'es sûr. Puis l'autre qui arrive, ouais, on veut aussi l'abolir. Et puis ça défile comme ça pendant je sais pas combien de temps. C'est assez incroyable. Alors après, ils ont essayé de revenir dessus. Il a fallu attendre 1793 pour que ça soit réellement aboli. Et vous voyez bien que c'est pas juste, comme certains l'ont dit, des nobles qui d'eux-mêmes ont décidé d'abolir leurs privilèges. C'est la conjonction, la dialectique entre les sans-culottes, ce que j'appelle la sans-culotterie dans mon texte, et puis des gens qui étaient en poste. Alors encore une fois, et c'est même pas prescriptif ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire que c'est même pas un truc que j'essaye de dire aux gens de faire, c'est ce qu'ils font. C'est ce qui se passe. Moi, depuis que j'ai écrit ce bouquin, je suis très content parce que je comprends beaucoup mieux ce qui se passe dans notre pays. Frédéric Calandra, dans le 20e arrondissement, elle a essayé de faire ses vœux, et s'est fait virer. François Hollande, il y a 2 jours, il était à Montreuil, il voulait faire une signature, il se fait virer. Les gens, ils font ça. Ils font de la sans-culotterie avec l'intensité qui sied à notre temps. Heureusement, ils ne tuent pas des gens, etc. À l'époque, ils faisaient ça. Bon. On aura beau dire c'est scandaleux, condamné. Je pense que c'est structurel. C'est-à-dire qu'ils ont parfaitement compris que le changement ne pourrait pas se produire s'il n'y avait pas cette conjonction entre la rue et puis des gens qui sont en position. Et je le dis d'autant plus volontiers que ça doit s'appliquer aussi aux personnes qui annulent la démocratie, par exemple. S'ils sont en responsabilité, il faut qu'ils admettent aussi qu'il y a une forme de pression extérieure qui s'exerce sur eux pour qu'ils fassent effectivement ce qu'ils ont dit qu'ils feraient. Alors justement, tu parles un petit peu de la violence. On va revenir encore une fois à Black Lines, toujours. C'est notre fil directeur. Donc ça, vous ne le verrez plus maintenant parce que ça a été effacé, mais c'était une des fresques qui est magnifique. Et on retrouve évidemment cette statue qui a été, entre guillemets, vandalisée, peu importe le mot, à l'Arc de Triomphe. On retrouve également, j'ai trouvé cette photo, parce que la plupart des photos qu'on voit de la statue vandalisée, on voit la statue vandalisée, mais on ne voit pas le cœur à côté. Je trouvais que c'était intéressant et que c'était très très ambigu. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine ambiguïté, justement, on va y revenir. Je voudrais que tu commentes cette série d'images. C'est là que fait la police, ça crève les yeux. C'est volontaire aussi que je mette ça. Mais aussi celle-là, parce que derrière, il y a aussi l'Arc de Triomphe. Là, c'est dans le Var. C'est des photos à Las Vegas de Non, c'est dans le Var. C'est pas dans le Var. C'est pareil, mais on en retrouve dans plein sur les ronds-points. En fait, qu'est-ce qu'ils font? On y recrée parfois la Tour Eiffel, mais surtout au fond, vous voyez, l'Arc de Triomphe. Et l'Arc de Triomphe devient un élément quasiment symbolique, iconique du mouvement. Or, je crois que c'est une des premières c'est une manifestation assez tôt qui arrive. Et puis la dernière, aussi celle-là, sur évidemment la liberté, on retrouve encore l'Arc de Triomphe. On retrouve ces personnages aussi dont tu parles dans ton livre, Christophe Détinger, qui est un boxeur. Alors, tu es boxeur aussi, toi. Mais il y a une sorte de ta part, il y a un attachement presque philosophique. Il faudrait que tu commandes un petit peu. Si, tu en parles quand même. C'est joli formule. Je voudrais que tu commandes toutes ces images qu'on vient de voir. Peut-être on les reprendra sur justement cette violence. Est-ce qu'aujourd'hui, tu parlais justement de cette dialectique avec la nécessité dans la rue d'exister? Est-ce qu'on peut parler simplement d'une violence insurrectionnelle, d'une violence non légitime, ça on peut en venir, voire d'une violence, ou est-ce qu'on ne peut pas aller sur une violence légitime, peut-être démocratique? Moi je pense que quand tu as tout épuisé, c'est la violence qui parle, c'est vrai pour tout le monde. Je veux dire, quand vous avez, c'est le cas aujourd'hui, c'est quand même absolument incroyable sur la réforme des retraites, vous avez un référendum, une demande de référendum qui est déposée par des députés. Elle est balayée mais sur des arguments type « ah oui, mais c'est une mesure dilatoire, mais oui, mais les Français se sont prononcés sur les retraites quand ils ont élu Emmanuel Macron, il y a des choses comme ça. Ils pourraient danser, ils pourraient faire une danse de claquettes et puis dire en fait on ne le fait pas, c'est la même chose. » Donc quand vous avez cette attitude en face de vous, c'est sûr que c'est un catalyseur de ce genre de comportement, c'est assez évident. Moi, ce que j'ai vu beaucoup dans les mobilisations, j'en dis quelque chose dans le livre, c'est pas... En fait, ce que j'ai vu, franchement, c'était pas ni vous passez puis un policier vous tape dessus. Ça s'est passé sans doute, mais je l'ai pas vu. Ça, je l'ai pas vu. J'ai pas vu non plus des gens qui fonçaient sur un policier comme ça. Voilà. Ce que j'ai vu, c'est, je vous livre une expérience personnelle. Je suis dans une manif. Il y a du gaz qui tombe, vous savez pas pourquoi, pour le coup. Donc c'est quand même une violence, hein. C'est comme ça. Et puis là, il y avait une petite mamie qui était à côté de moi, qui toussait, tout ça. Et un policier qui passe et puis qui lui envoie un lazi, je ne sais plus ce qu'il lui dit, genre tu quitteras moi.
Et là, vous êtes à côté, vous êtes énervé, donc vous voulez lui répondre ou faire quelque chose. Si vous faites ça, derrière, vous allez avoir une répression qui va être énorme. Et ça, je l'ai vu. Ça, pour le coup, je l'ai vu, cette espèce de jeu comme ça, de répression trop forte. En fait, c'est ça que j'ai vu. Provocation, je parle de... C'est un truc systémique pour moi, si vous voulez. Les policiers, moi, parfois, je suis comme... Pasolini dit ça en mai-68, il n'aime pas du tout mai-68, puis il fait un article qui dit... en mai-68, je suis du côté des policiers, parce que eux, c'est les vrais prolétaires. Il dit ça. Bon. C'est quand même assez surprenant de voir que des gens qui ont des conditions de vie qui sont franchement vraiment pas faciles et tout ça, se mettent pas plus volontiers du côté des manifestants. Donc il y a un côté systémique derrière ça. Je suis pas en train de dire les uns les autres. C'est là où on commence à réfléchir, c'est quand on arrête de se dire bah, c'est lui qui m'a fait un truc, c'est beaucoup plus global que ça. Donc ça c'est pour le mécanisme déclencheur de la violence. Après, sur les violences spécifiques dont on parle, si on peut revenir plus haut. Ça, alors, revenons là-dessus. La fresque est incroyable. Hein. Revenons là-dessus. On est, je crois, c'est le 1er décembre. Donc on est au début, pour ainsi dire, des mobilisations. C'est un jour très très intense, à tel point que la semaine suivante, vous le savez, hein, je vous l'apprends, mais il y avait dans le jardin de l'Élysée, il y a un hélicoptère au cas où les gilets jaunes arrivent dans l'Élysée. C'est dire le sentiment de légitimité de ces gens. Baden n'était pas loin. Ouais, il y a une histoire comme ça, j'ai vu ça. Ouais, j'ai vu qu'il y avait un procès qui était mené là, actuellement sur ce sujet, il me semble. Parce qu'ils ils ont arrêté certaines personnes avec le plan des égouts. Ouais, bon. Donc il y avait cette situation quand même qui était Essentiellement extrêmement... des égoutiers. qui était extrêmement tendue. Je dis juste un mot sur ça. Qu'est-ce que c'est ça? C'est un plâtre. C'est pas un truc qui est dehors. C'est dans l'Arc de Triomphe. C'est un truc qui n'est pas exposé. C'est un plâtre qui a permis de faire la fresque qui s'appelle le chant du départ, je crois. C'est ça. C'est ça, le chant du départ, qui célèbre le départ des troupes pour Valmy en juin ou septembre 20 septembre 1792. Voilà. Donc c'est une belle statue, c'est de François Rude. Donc c'est pas quelque chose qui est exposé. C'est pas Marianne d'ailleurs, je dis en passant, c'est le génie de la guerre. Hein. C'est pas Marianne, puisqu'on est en 1830, on est sous une monarchie, donc c'est pas le symbole de la République par définition. Ça s'est fait, oui, puisque la sculpture a été faite en 1833, entre 1833 et 1836. Donc c'est pas quelque chose qui est exposé. Alors après, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Cet argument qui consiste à dire c'est pas Marianne, ça n'excuse pas les gens qui ont fait ça. Moi je pense qu'ils ont pensé que c'était Marianne. Pourquoi ils ont fait ça? Il y a plusieurs hypothèses possibles. Peut-être des gens d'extrême droite qui détestent la République, c'est possible. Bon. Ça peut être aussi des gens qui se sont dit, bah, on nous dit que c'est ça la République, c'est l'égalité, c'est la fraternité, c'est la liberté surtout. Eh ben non, c'est pas ça. La vraie République, c'est ça. En fait. C'est un truc défiguré. Si vous regardez bien derrière, c'est ça. C'est ce truc défiguré. Alors après, il y a une conjonction extraordinaire, si je puis dire. À l'époque, je ne sais pas, je ne peux pas vous dire qui peut le dire. S'il y avait déjà des personnes qui avaient été éborgnées avec des flashballs, je n'en sais rien. Mais c'est devenu en effet ce symbole-là aussi. Bon. Qui est repris là. Qui est repris clairement ici. Ils ont un peu tout défoncé dans le triomphe, donc c'est un peu été tapé un peu partout. Je pense en effet qu'il ne faut pas chercher non plus trop de philosophie, mais quand même, quand vous avez une statue de Marianne face à vous, et si votre revendication fondamentale, c'est la question du partage du pouvoir, bah, ce geste-là, il n'est quand même pas anodin. Je pense que là, quand même, si vous prenez un pieu et puis que vous allez casser la tête de Marianne, c'est pas un geste anodin. Donc après, on peut ouvrir à toutes les interprétations possibles. Je trouve que cette photo-là, elle est très forte. Elle est très forte. Elle tend, encore une fois, ne soyons pas dans le délire interprétatif, mais elle tend plutôt vers la deuxième interprétation que j'indique, c'est on vous montre ce qu'est actuellement la République aujourd'hui, qu'est-ce que sont ses principes, et nous, on veut rétablir plutôt ça. En tout cas, c'est peut-être, moi j'imagine, c'est quelqu'un qui est passé derrière, qui a fait ça pour compenser, ou bon, peut-être qu'il était là avant, je n'en sais rien. En tout cas, l'effet général, c'est plutôt celui-ci. Alors, juste un autre point aussi sur la violence vis-à-vis des symboles, parce que là, il y a toutes des polémiques là-dessus. Bah, je pense que quand on est violent vis-à-vis de symboles, c'est qu'on ne veut pas forcément l'être vis-à-vis des vrais gens. Quand on parle de la Révolution française, j'ai montré des images tout à l'heure, c'était pas des têtes en caoutchouc qu'ils avaient au bout des pics, hein, c'était des vraies têtes. Bon. Donc je pense qu'il y a aussi une lecture qu'on peut faire de ce défoulement symbolique, qui est un signe qui peut être jugé comme inquiétant, et qu'on ne peut pas mettre sur le même terrain que des violences réelles sur des personnes réelles. C'est quand même pas la même chose.
on peut peut-être avancer. On pourra discuter de tout ça après. Ouais. Hein. De toute façon, oui, on va continuer. Alors sur Détinger, tu parlais du... Oui, dire un mot quand même, parce que tu en parles un petit peu. J'en parle. En ouais. fait, ce qui m'a fasciné dans l'histoire de Détinger, c'est plusieurs choses. D'abord, c'est le profil de cet homme qui est un gitan, un outcast, disons, outcast, c'est un marginaux, qui s'est présenté comme ça, dans une vidéo que moi j'ai trouvée vraiment bouleversante, parce que c'est pas tant ce qu'il fait qui est intéressant, c'est ce qu'il dit de ce qu'il fait. Il s'est excusé, ce monsieur. Il fait une vidéo, il s'excuse, sa vidéo elle est sincère. Moi j'ai trouvé qu'elle était sincère, il n'a aucun intérêt à la faire. Je veux dire, un juge, de toute façon il passe devant un juge, le juge il n'en a rien à faire qu'il ait fait une vidéo dans laquelle il s'excuse, j'imagine. Mais cette vidéo est sincère. Il dit j'ai le peuple qui vibre en moi. Je vous y renvoie parce que c'est bien. Précisément, c'est très rare d'avoir des gens qui, quand ils font des bêtises, c'est ce qu'ils estiment être des bêtises, ils s'excusent. Bon. La réaction des pouvoirs publics, moi, elle m'a sidéré. Elle m'a démontré à quel point il y avait vraiment un fossé, de mon point de vue, non seulement entre moi et eux, mais je pense entre l'immense majorité de la population et eux. À mon avis, les gens qui ont vu la vidéo, ils ont été touchés par ce qu'il a dit. Eux, pas du tout. Vous avez une interview de Macron qui dit « Ouais, mais derrière ça, il y a des avocats gauchistes, regardez, c'est mis en scène, c'est des communicants. » J'ai trouvé ça fascinant parce que moi, dans mon système de valeurs, je pense un système de valeurs, disons, quoique je ne le sois plus, mais chrétien, il n'y a rien de plus beau qu'un repenti. Il n'y a rien de plus beau que quelqu'un qui fait quelque chose et qui vient devant les autres en regardant devant les yeux en disant ce que j'ai fait, c'était pas super, mais je l'ai fait parce que X, parce que Y. Hein, quand on dit que ces gens, c'est des chrétiens ou des judéo-chrétiens, c'est des valeurs comme ça, c'est pas vrai du tout. Ils ont créé, comme dirait Nietzsche, ils ont créé leur propre système de valeurs. Parce que ça, c'était vraiment stupéfiant. Je trouvais qu'il y avait un décalage incroyable, justement, entre la sensibilité collective qui considère que c'est bien quand on a fait quelque chose qui n'était pas bien, de dire à tout le monde bah, j'ai fait un truc qui n'était pas bien, vraiment, je suis désolé, je l'ai fait pour ça. Et puis Macron et les autres qui disaient mais ce type-là, il faut le faire pourrir en prison pour le reste de ses jours. Y compris après ce propos-là. Et c'est ce qui a amené la fresque de Black Lives à être effacée. C'est notamment de ce que j'ai lu, de ce que j'ai pu lire en préparant ce truc. Ouais. Alors sur l'effacement, c'est très intéressant parce qu'on voit aussi, et ça nous renvoie à ce que tu as mis tout à l'heure sur Révolution, je trouve aussi que le moment Gilets jaunes, il nous indique aussi le caractère, les spécialistes des réseaux sociaux, ils sont attachés à cette expression, c'est la neutralité du net. Bah là, j'ai envie de dire, il y a une neutralité morale du net, ça peut être le pire comme le meilleur. Le net, sa diffusion, sa capacité de diffusion, elle nous a permis de voir une fresque qui a été effacée très vite. Elle permet de l'inscrire dans le temps. Tiens, elle était rue d'Aubervilliers. En face du 104. En face du 104. C'est ça. Qui était en fait un endroit où ils ont autorisé, enfin il y a une autorisation pour faire du street art. Ouais. Mais il ne faut pas que ce soit... Mais il ne faut pas qu'on mette un boxeur. Mais vous voyez, il y a une forme de... Ce qui est beau, c'est ça, c'est que vous prenez votre iPhone, vous prenez en photo, vous le mettez sur les réseaux sociaux. Et c'est aussi un élément important du mouvement des Gilets jaunes, c'est le rôle qu'ont joué les réseaux sociaux, de catalyseur. Ouais. J'étais ce jour-là à cette manif. Mais il y a une passerelle, on a mis la tour Eiffel, mais la passerelle n'est pas là. Or, la passerelle, pour moi, c'est un symbole. Et la police a bloqué les deux passerelles. Ouais, je me souviens. Ouais, c'est vrai. Et la Et donc, police c'était a frappé c'était une femme, et d'ailleurs c'est pour ça que lui s'est révolté. Oui. Donc, C'est d'ailleurs le début du nassage. C'est comme ça que le nassage. Sa femme, elle s'est fait. Et la passerelle est importante. On a supprimé. Ouais. Dans la représentation, bah après c'est parce qu'il est élevé justement en termes de symbole. Alors ce que j'ai trouvé fort, c'est le terme bien sûr de liberté qui revient ici. Le terme vraiment, j'ai trouvé que dans ces manifestations, je ne veux pas forcer trop le concept dans le sens que je voudrais, hein, mais vous avez compris quel est mon propos. Le terme d'égalité, par exemple, était beaucoup moins présent que celui de liberté. Moi j'ai trouvé dans les assemblées auxquelles j'ai assisté, c'était ça plutôt qui revenait. C'était comment on prend possession des moyens de la décision. Il y a une phrase de Marx. Le thème de Marx, c'est l'appropriation collective des moyens de production. Hein, donc c'est une ligne économique. Moi, par boutade, je dis c'est l'appropriation collective des moyens de la décision. C'est vraiment ça, à mon sens, qui était au cœur de ce mouvement, qui est au cœur de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Alors, dernier moment, alors évidemment, toujours sur cette fresque de Black Lives, on trouve cette représentation assez intéressante d'une sorte, enfin un clin d'œil évidemment à Chaplin, au dictateur, à Macron, avec un côté clownesque,
un côté aussi peut-être dépersonnalisé. Et puis je le mettrai en lien volontairement, on va finir là-dessus, avec cette image assez étonnante. Mathieu Nyong'o en train de lire un ouvrage qui, j'ai compris, était son ouvrage de référence, son ouvrage de chevet. Hein. Je pense que tu peux le confirmer, Camille. C'est ce qu'il lit tous les soirs. Il en lit une page, et il l'apprend par cœur. Bref, un petit peu dubitatif. Pourquoi avons-nous l'impression aujourd'hui qu'ils sont passés, enfin pas juste Macron, parce que Macron, encore une fois, c'est un Macron dépersonnalisé, mais toute la classe politique est passée à côté finalement du mouvement qu'ils n'ont pas compris, et même à côté même du mot révolution. Ouais. Si on revient sur l'image ailleurs, si on peut revenir, excuse-moi. Sur l'image, excuse-moi, j'y ai plus là. Alors c'est fort hein, comme représentation, c'est assez fort. Toi tu parles de Macron, je suis pas sûr que ce soit même Macron. Non, je sais pas si c'est Macron en fait, non j'en sais rien. Vous voyez que sur le bras, bon, vous avez un euro, ici un dollar, donc c'est l'argent, c'est plutôt une espèce de dictateur impersonnel. Alors les réseaux sociaux c'est formidable. Parce que ce matin, alors vous voyez comme je suis occupé, mais j'ai vu que sur Facebook, les Black Lives, ils ont posté ce dessin avec une citation d'un anarchiste, comment il s'appelle, Belgarrigue, Anselme Belgarrigue. Comment c'est la citation? C'est si nul n'obéit, là où nul n'obéit, personne ne commande. Donc c'est un anarchiste du 19e siècle, complètement inconnu aujourd'hui, très intéressant, très très virulent. Mais très intelligent. Et on voit bien que, en fait, ce qu'ils ont, enfin, je ne sais pas ce qu'ils ont voulu montrer, mais la puissance dont il est question, c'est encore une fois une puissance systémique, c'est une puissance impersonnelle. Et il se trouve qu'aujourd'hui, ce sont les valeurs d'argent qui dominent l'espace collectif, parce que les personnes qui sont en mesure de s'approprier les moyens de la décision sont eux-mêmes obsédés par ces sujets, sont eux-mêmes obsédés par ces questionnements. Alors j'ai posé la question, c'est là que je voulais vous dire par rapport aux réseaux sociaux, et j'ai demandé ce que c'était ça. Qu'est-ce que c'est votre avis? Je ne savais pas. C'est un sifflet en or. Alors c'est un sifflet en or, j'avais dit. Eh ben c'est ça. Ah voilà. Ouais, c'est ça. Une balle de 9 mm. Ils m'ont dit que c'était 7 mm. c'est ça. Ils m'ont dit que c'était ça, c'était une balle, que ça signifiait de leur point de vue de pression de ce type de mentalité qu'on se voit imposer. J'ai lu il y a peu de temps un livre qui est très bien, de quelqu'un qui s'appelle Olivier Basso, qui s'appelle Philosophie de la très grande entreprise. Et à un moment, il évoque la manière dont les très grandes entreprises ont aussi une capacité de pollution mentale des personnes qui y travaillent. Et peuvent transformer la vie quotidienne des gens en une espèce de relation comptable permanente. Et vous avez des études de psychologie sociale qui le montrent. Donc ça, c'est bien ce qui est dépeint ici. Il y a un côté pantin aussi, avec toutes les fausses mains. Les mains de Mickey. Ouais. Oui, il y a les mains de Mickey. Il y a un côté Big Brother aussi, alors ouais, on peut revenir. Ouais. Oui, alors il y a le jaune aussi qui revient. Voilà. Et la fin des politiques peut-être? Alors oui, la fin des politiques, là quand on parle du côté Big Brother, du côté pantin, moi ma théorie constante, c'est que en travaillant, j'ai travaillé 3 ans en cabinet, dans divers cabinets ministériels, puis à la mairie de Paris, ce que j'ai constaté, c'était pas une emprise du monde économique sur le monde politique. C'est pas vrai, je vous le dis, c'est pas vrai. Parce que là où le monde politique il veut résister, il résiste. Vous avez parfois des villages, comme Saillant, il y a un centre commercial qui veut s'installer, Saillant c'est 600 habitants je crois, 600 habitants, ils ne veulent pas, le centre commercial il ne s'installe pas. Ça se passe comme ça. On a fait un film avec Jean-Baptiste Dusséo sur Hugo Chavez, on avait interrogé l'ambassadeur de France au Venezuela, et qui nous avait raconté comment, je ne sais plus c'était quelle grande enseigne, moi je ne sais plus. C'est Casino, c'est Casino, et à un moment donné, Chavez il débarque, il dit oui, Casino affame le peuple vénézuélien, Casino, une grande enseigne. Et ben, Casino, ils ont dit bon bah très bien, on va faire un partenariat public-privé, je ne sais plus exactement comment ils ont fait. Ils se sont adaptés, vous voyez. Venezuela, c'est pas grand-chose. En Islande, 300 000 habitants, vous aviez une dette qui était détenue par des intérêts anglais et hollandais. Et les gouvernants des Islandais, ils leur disaient mais il faut absolument qu'on rembourse cette dette-là parce que sinon ça va être terrible, notre économie va s'effondrer, etc. Les Anglais avaient mis l'Islande sur leur liste des États terroristes, enfin, un peu complètement vraiment pour les menacer. Et leurs dirigeants, à longueur de journée, leur disaient mais vous ne vous rendez pas compte, c'est terrible ce qui va se passer.
ils font un référendum en se disant que la politique, la propagande qu'ils ont menée, elle va fonctionner. Et 99%, je ne sais plus, c'est un chiffre comme ça, des Islandais, ils disent non. Ils disent vous refaites un autre plan, nous on ne veut pas de ce plan-là. Ils ont refait une copie, ils sont arrivés à un plan qui était tout à fait acceptable de la part des Islandais, les Anglais criaient, les Hollandais criaient, etc. L'économie islandaise, elle se porte très bien. Je veux dire, ils n'auront pas fait une guerre, c'est pas vrai que c'est des forces impersonnelles qui sont capables de couler un État comme ça. C'est juste des dirigeants qui sont en phase intellectuellement et idéologiquement avec ces grandes puissances économiques. Moi, j'ai toujours assisté à ça. C'est vrai sur les questions européennes. Les gens, ils s'imaginent que vous avez le lobby de je sais pas quoi, de tel groupe de Total qui arrive dans un bureau qui dit tu signes ça. Non, je ne veux pas parce que si tu signes. Mais rendez pas compte la pollution. Tu vas le signer. D'accord, puis je signe. C'est pas comme ça que ça se passe, pas du tout. Ils discutent, le mec de Total il dit ah oui c'est pas rien, c'est vrai. Vous savez l'ONG, ah ouais les ONG quand même, ils emmerdent. C'est comme ça que ça se passe, je vous assure. Et puis voilà, ils prennent le parti de Total. Bon. Donc ce qui est intéressant, je termine là-dessus, avec le moment que nous sommes en train de vivre, pourquoi je pense qu'Emmanuel Macron il joue un rôle important et catalyseur, c'est parce que lui, il ne dit pas que c'est les lobbies qui l'influencent, il dit c'est moi qui prends ces décisions, il prend tout à la première personne. Et ce qui, dans un autre contexte, serait une qualité, devient un catalyseur de la prise de conscience collective. Parce qu'avec lui, on ne se dit pas c'est les lobbies, c'est ah oui, c'est les forces impersonnelles, c'est l'Europe, non, il lui dit c'est moi qui prends ces décisions, vous voyez. Donc du coup, c'est pour ça aussi qu'il concentre une haine personnelle, qui est vraiment extrêmement forte, extrêmement noire, qui fait même un peu peur, parce qu'il assume tout à la première personne. Voilà. Je vais peut-être... Je pense qu'on s'arrête là. Juste 2 mots encore, peut-être pour dire que c'est le début d'une trilogie. Hein. J'ai cru comprendre. Donc il y en aura d'autres qui vont arriver derrière. Hein. Donc Macron contre-attaque et le retour des Gilets jaunes. Et puis vous pouvez aller voir, évidemment, on a sorti un site internet autour de ça et surtout un micro-podcast où vous pouvez retrouver Mathieu qui explique autour d'un abécédaire son ouvrage. C'est disponible sur SoundCloud et depuis cet après-midi sur Spotify. Je vais vous lire un petit... Ah, puis voilà, un dernier, oui, j'ai complètement oublié. Pour voilà. clore le truc, je vais vous lire la fin du livre qui reprend cette fresque de la après. C'est nul en marketing. Hein. La fin du livre. C'est le moment que vous attendiez tous depuis le début de ce livre. Non. Alors, je vous lis le passage. Il y eut sur un mur décrépit de Paris, rue d'Aubervilliers, une fresque d'une beauté frappante et douloureuse appelée Hiver jaune. Elle est le fait d'un collectif nommé Black Lines. Avec ma famille, nous l'avons longuement contemplé lors d'une après-midi pluvieuse qui donnait à sa grisaille piquée de couleurs vives son écrin de gravité triste et enthousiasmante. En la voyant dans la dureté d'un quartier pauvre, j'ai songé à cette œuvre, l'une des plus importantes et des plus belles de l'art occidental, la tapisserie de Bayeux, sorte de bande dessinée centrée sur l'invasion de l'Angleterre par les armées de Guillaume le Conquérant. Des générations d'aristocrates auront régénéré leur force à la contemplation de ce chef-d'œuvre destiné à justifier des privilèges présents par de lointains exploits. La fresque de Black Lines parle d'une autre conquête. Saga de notre temps, vibrante, tendue vers son plus beau moment, la liberté à gilets jaunes guidant un peuple fluorescent. Un jour, peut-être, se complétera l'œuvre effacée. Un jour sera donné aux traits splendides et lourds de la fresque une suite digne des forces engagées par toutes celles et ceux qu'elle dépeint. Je vois des assemblées tumultueuses, un parlement ouvert au visage de la France, au bout des poings désespérés du boxeur gitan, au creux des traits ensanglantés d'une martyre des flashballs, sur la face éborgnée de Jérôme Rodriguez, barbe fleurie éternisée dans l'éphémère peinture, il y a la lumière des lendemains, hissée par des millions de bras. Peut-être aussi pour figurer la classe politique et ses représentants actuels, continuant à faire croire, à eux-mêmes avant tout, qu'ils sont capables d'embrasser la diversité insaisissable de ce que nous sommes, la course d'un canard sans tête, et qui finira par tomber. Surtout, j'imagine, au bout du chemin de misère, soignant les dos accablés par le poids des injustices, réparant les membres brisés, consolant les cris et les pleurs dans la sombre fumée blanche, j'espère ce que l'avenir nous recèle encore d'inconnu et de sublime. J'espère ce que nos enfants sauront faire tous ensemble, assis à la table de la liberté, soudés par la volonté d'être soi, frères et sœurs dans la différence, égaux parce qu'enfin eux-mêmes, modelant un monde commun. Un jour s'achèvera l'épopée des gens ordinaires conquérant la démocratie. Non pas le moins pire des régimes, mais le meilleur que nous ayons, à l'exception de ceux qui, demain, écloront de la graine de la souveraineté, enfin plantée en terre. Alors décider ensemble deviendra banal, quelquefois ennuyeux, quelquefois douloureux, quelquefois merveilleux, comme la vie. Alors chacun d'entre nous pourra dire, comme l'empereur Adrien, je me sens responsable de la beauté du monde. Alors peut-être nous aussi, nous aurons notre tapisserie de Bayeux.
Vous avez peut-être des remarques à propos? Tu as cité mon nom 2 fois, donc je vais dire 2 choses. Non, C'est un échange hein, qu'on mène en tout cas. non, moi juste, c'est pas une question, parce que je suis pas là. La fresque ou la petite peinture de 1789 ou 13, ou je sais plus, tu disais qu'il n'y avait pas eu d'évolution de la représentation, enfin, de la possibilité de critiquer le roi républicain ou le roi noble de l'époque. Ça me fait penser à une chose, je ne sais pas si tu te souviens, mais alors, je crois que c'était du temps de Sarkozy, où au défilé du 14 juillet, il y avait eu des guerriers Kanak ou de Tahiti, je ne sais plus, qui avaient fait une danse, et il y avait eu toute une affaire, parce qu'ils terminaient en tirant la langue, tout le haka, machin, et que ça avait fait un scandale totalement délirant, parce qu'on ne tire pas la langue au président de la République. Voilà. Le pauvre type, il avait fait son truc, voilà, et donc il s'est fait défoncer après. Et l'autre chose, pour de reprendre un petit adage populaire, par rapport au fait que tu analysais que la revendication des Gilets jaunes n'était pas du tout une histoire d'argent, le problème était ailleurs, ça m'a fait penser à un adage, je ne sais pas pourquoi je l'attribue à ta manière, qui dit qu'il y a oui, mais la mienne, pas toujours. Qui dit qu'il y a un problème qu'on peut résoudre avec de l'argent n'est pas un véritable problème. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et ça n'empêche que tu me dois du fric. Hein. Oui. Voilà, donc la déclaration, je crois que c'était le 10 décembre, de dire on va filer du pognon et tout, effectivement ça n'a rien résolu, puisque faut croire que... Un peu dans le prolongement, il y a 2 jours on avait une AG d'un groupe Gilets jaunes, et il y avait un machiniste RATP qui a fait toute la grève. Et il s'est référé à un ouvrage, que d'ailleurs la plupart des gens qui étaient là, qui sont pourtant des enseignants et autres, plus ou moins ignorés, il dit « Moi je travaille à partir du livre de Clastre, Pierre Clastre, La société contre l'État ». Et ça rejoint cette idée que, d'une part, c'est pas la question financière, que le pouvoir est idéologique et politique, et que c'est là que ça va se jouer. Sauf que bon, la police peut aussi jouer un autre rôle, malheureusement, et que il n'y a pas de revendication. Ce qui fait que, d'ailleurs, tout le monde s'est étonné au niveau des médias et autres, qu'il n'y a pas eu de revendication vis-à-vis du MEDEF, il n'y a pas eu de défilé devant le MEDEF, parce que le pouvoir n'est pas là. Le pouvoir, il est là où les hommes politiques veulent, enfin les hommes et les femmes politiques l'exercent. Et ce machiniste qui dit je lis Pierre Place, alors il faut lire aussi La part maudite de Bataille, parce que ça, c'est un peu dans le même sens. Et puis pour compléter la trilogie, tu aurais pu citer aussi... Oui, j'ignorais encore que cette Bible existait. Là, c'est très juste. D'autres interventions Juste un petit truc sur mai 68. Alors effectivement, le problème de pouvoir a été posé en mai 68 clairement, mais il a été mal posé puisqu'on était à l'époque dans le cadre d'un marxisme-léninisme, voilà. Dans les entreprises et dans les universités, ça s'est passé autrement. Il y avait quand même eu des revendications de pouvoir autogestionnaire, c'était le terme à l'époque. Aujourd'hui, on dit autogouvernance, ça fait moins peur, mais bon, c'est moderne, self-management, tout ça, etc. Bon, c'est une aparté. Mais en réalité, la question du pouvoir a été posée. Elle a été posée en disant oui, il faut tout critiquer, il faut tout mettre à feu et à sang, peut-être, il faut faire grève, etc. Mais la solution, c'est le parti avec un grand P. Et c'était ça la solution politique. Elle a été masquée, etc. Et quand la CGT et le PC ont défilé fin mai en disant voilà, alors du coup, un peu comme les Gilets jaunes, nous sommes là, nous sommes prêts, et ben du coup tout le monde a voté à droite après. Mais voilà, donc c'était absolument totalement différent. Et effectivement, la manière de poser le pouvoir à l'époque était complètement déjà dépassée. Et on a gâché un mouvement qui est quand même pour rendre hommage à un mouvement, le plus grand mouvement social que la France ait jamais connu, l'Union gréviste, hein, on n'a pas vu ça en 1789, ni même sous Vercingétorix non plus. Donc on peut remonter assez loin, et on a gâché dans les années 70 par cette mode de pensée tout ce mouvement. Oui, non c'est vrai, il faut rendre justice à ça. Non mais c'est vrai que tu as raison de faire ce correctif, c'est que ça a été quand même un mouvement social, au sens lié.
au sens du monde du travail absolument énorme, enfin colossal, il n'y a pas eu d'équivalent, ni avant, ni après. Mais peut-être que la différence entre 68 et aujourd'hui, c'est qu'en 68, on posait la question du pouvoir comme objectif. Aujourd'hui, les Gilets jaunes ne parlent pas du pouvoir à réaliser, à remplacer, enfin à être au pouvoir. Et ça, c'est la grosse différence. C'est-à-dire, on ne dit pas je veux aller au pouvoir ou nous voulons aller au pouvoir ou nous voulons exercer le pouvoir. Et c'est la notion de pouvoir qui est peut-être remise en question de manière très implicite. Il y aurait peut-être à aller voir du côté de ce philosophe qui a travaillé sur Hegel, qui a écrit sur l'autorité, Koyev, c'est-à-dire c'est l'autorité morale avec les Gilets jaunes. Et ça, c'est très important. Moi, il me semble que ce mouvement s'appuie sur la notion de morale et de justice. De justice dans le sens plein du terme. C'est-à-dire la justice qui est au-dessus de la loi. La justice qui peut juger la loi. Et ça, c'est ce que les Gilets jaunes sont en train peut-être de faire émerger. Et sur la violence, il y a quand même eu quelque chose à ne pas négliger ces derniers temps. C'est le slogan Louis XVI, on l'a décapité. Macron, on peut recommencer. Ben oui. Mais c'est fou de se dire qu'on est encore dans la même séquence historique. Non, c'est un dépassement. Ça n'est plus que symbolique à ce moment-là. C'est pas on va le décapiter, mais on peut. C'est-à-dire lui faire peur. Oui, quand je dis ça, c'est-à-dire que le référentiel des Gilets jaunes, ça c'était très présent. Alors, enfin, je ne vais pas parler du traitement médiatique parce qu'il n'y a rien à en dire. Je trouve que c'était tellement catastrophique et scandaleux que. Et il y a eu un truc qui était quand même intéressant, c'est l'irruption des Gilets jaunes dans cet espace qui n'était pas du tout conçu pour eux. Quoi. Voilà. Là, on a vu d'ailleurs à ce moment-là à quel point il y avait une homogénéité aussi totale dans les intervenants des différents médias. Donc voilà, mais ce qui est intéressant, c'est de se dire que ce référentiel, on est encore dans cette ère historique-là, et que pendant les manifestations, il y avait beaucoup de références à 1789, à 1848 un peu moins, mais 89 c'est très très présent. Mais 68 aussi, il y avait vraiment des références tout le temps. Le gilet lui-même, il fait penser vraiment à la Carmagnole du révolutionnaire. Enfin, il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Dans la manière dont les gens portaient, il y en a qui le portaient en brassard comme des résistants, des trucs comme un peu des guerrieros. Il y a une esthétisation aussi de dignité aussi du port du gilet, mais qui était aussi très référentiel à l'histoire révolutionnaire. C'était repris dans d'autres pays aussi après. Mais oui, mais c'était vraiment. Moi, c'est vrai que ça faisait mal au cœur parfois quand on voyait des analyses à la télévision, il y a des gens qui faisaient croire, qui faisaient comme s'ils ne comprenaient pas ce qui était en train. D'ailleurs, je ne sais même pas qu'ils faisaient comme si, qui effectivement ne comprenaient pas ce qui se passait, ou qui disaient vraiment, il n'y a aucune référence. Vous alliez dans les assemblées, vous voyez les efforts que c'est. En plus, c'est vrai. Moi, il y a des fois vraiment dans des assemblées, j'étais. Enfin, c'est bête, hein, je ne suis pas du tout nationaliste, j'étais super fier d'être français, parce que je voyais le degré de culture, d'intelligence, tout ça, vraiment dans tous les espaces de ce pays. Aussi le rapport aux intellectuels, enfin, aux écrits et tout ça, était très très fort. Donc, par exemple, à Commercy, je pars d'ailleurs de l'appel de Commercy, c'est le point de départ de mon livre, j'en propose une analyse. Et à Commercy, très vite, la notion d'assemblée, la notion de transformation des institutions, elle s'est structurée. Et en me penchant sur ce cas-là, parce que je trouvais que c'était quand même intéressant, j'ai vu qu'il y avait une association qui était installée à Commercy depuis 2 ou 3 ans et qui travaillait sur ces sujets-là. Il y avait par exemple un gilet jaune qui me disait, bah oui, il y a une étudiante qui était venue me parler de la Rojava, donc c'est un système de démocratie, enfin, menaçant, je ne sais pas où ils en sont, malheureusement, mais de Kurdes, hein, qui est un système de démocratie semi-directe. Donc ils avaient ils étaient très intéressés par cette culture et cette structuration-là. Donc c'était faux de dire que c'était un truc de bourrin, spontané. Ça c'était vraiment pour le coup scandaleux. On discute le fait que la démocratie était au cœur de leurs revendications, moi je veux bien, donc on m'apporte des arguments. Donc on dit qu'il n'y avait rien à penser, que les gens c'était juste des bourrins, ça c'est vraiment complètement faux. C'est malhonnête. Non, c'est normal. Il faut bien qu'ils se défendent. Et il faut qu'ils trouvent les arguments les plus éculés, comme on a entendu en 68, des arguments monstrueux aussi. C'est la volonté d'occulter. Ouais. Mais c'est vrai que nous vivons une époque historique, puisque Louis XVI vient convoquer les États généraux. Macron a convoqué la Convention citoyenne, pardon, j'ai un peu loupé le truc. Voilà. Et
Et Macron s'est replié sur les gisants de la basilique Saint-Denis avant le premier tour de la présidentielle. Ouais, c'est incroyable ça. Ouais. Ouais, ça on l'a pas su, mais ça c'est vraiment incroyable. Ouais. D'autres. On va peut-être s'arrêter. On peut discuter, Voilà. discuter autour d'un verre. Je crois. Et puis Mathieu, je pense. C'est comme une bonne soirée.